RFM Soir. RFM Soir. Vous écoutez la RFM et vous faites bien. Mesdames, Messieurs, il est 22h, le journal, c'est tout de suite. Les titres de cette édition. Recevez en chiffres les accidents de la circulation. 13 victimes en seulement 48 heures, 120 décès et plus de 260 blessés. Depuis janvier dernier, le ministre des Transports terrestres en visite à la gare des Beaux-Maraîchers a annoncé des mesures parmi lesquelles la création d'une brigade mixte de contrôle routier et le renforcement du dispositif d'octroi des permis de conduire. Le service régional du commerce de Kaolack a saisi puis retiré 1200 cartons de spaghettis et d'autres cartons de thé de certaines grandes surfaces et autres circuits de vente. Il s'agit, selon le chef du service régional de la région, d'intensifier le contrôle des denrées alimentaires en ce mois de Ramadan. Pas une goutte d'eau à Darunaïmguer dans le département de Linguère. 17 mois que le forage de la localité est tombé en panne. Les populations ont manifesté toute leur colère pour dénoncer cette situation. Abraham Paul Pouy, notre correspondant à Louga, nous en dira plus dans le journal. Le Sénégal obtient gain de cause dans le différend qui l'oppose à la Guinée. Le Silicadé disqualifié ne sera pas au prochain mondial des U17. Ce sont les lions des U17 du Sénégal qui seront. Nous le verrons dans la page des sports avec Cher Tidiane Diagne. Il y aura dans ce 22h arrobase et puis en fin d'édition bonne santé. Matar s'en bat sur la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Les agents des projets financés par les bailleurs vont percevoir leur salaire du mois d'avril. La semaine prochaine, le retard est dû à la scission du ministère de l'économie, des finances et du plan. Une nouvelle direction a été créée pour prendre en charge cette question. Il s'agit de la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques et les rattacher au ministère des Finances et du Budget. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous le disais en titre, 13 victimes en seulement 48 heures, 120 décès et plus de 260 blessés. Depuis le mois de janvier dernier, c'est le bilan des accidents de la circulation. En moyenne, sur l'année de 560 personnes périssent dans ces accidents. Le ministre des Transports terrestres annonce des mesures. Il s'agit pour Omar Youm de mettre en place une brigade mixte de contrôle routier, renforcer le dispositif d'octroi des permis de conduire, entre autres mesures. Le ministre des Transports terrestres a effectué une visite à la gare routière des Beaux-Maraîchers, compte rendu Ndongoka. Le constat du ministre des Transports terrestres renseigne sur les statistiques de l'hécatombe sur les routes. Les chiffres avancés par Omar Youm font froid dans le dos. Cette dernière semaine, nous avons assisté à des accidents mortels. En 48 heures, 13 victimes. Si on fait le décompte depuis janvier, c'est plus de 120 décès, plus de 260 blessés. Sur l'année, nous perdons en moyenne 565 vies. Les causes généralement de l'accident tournent autour de collisions, de défauts de maîtrise. Face à cette situation, Omar Youm et ses services ne comptent pas rester sans réagir. Pour lui, une batterie de mesures s'impose. J'estime que les permis de conduire, ça ne doit pas être un permis de mort. Dans un mois, vous allez voir que toutes les dispositions seront prises pour que l'obtention du permis de conduire, l'examen, soit revu. Nous allons faire un audit des auto-écoles pour voir dans quelle mesure la formation est effectuée. Voir le curricula. Bientôt, on va mettre en place un dispositif de brigade mixte pour renforcer le contrôle sur les... mais aussi une révision de la période de passage aux côtes. En juillet prochain, un atelier national sur la sécurité routière sera organisé. Il sera l'occasion, selon le ministre, de réfléchir sur les questions qui interpellent le secteur des transports terrestres. Ndongoka Pikine, RFM. Ndongoka, les membres du syndicat des travailleurs des gros porteurs approuvent les mesures annoncées par le ministère des Transports terrestres pour diminuer les accidents de la circulation, mais ils craignent le manque de suivi de ces mesures et pensent que pour éradiquer ce mal, il est impératif de dialoguer avec les acteurs du secteur. Hassan Lo, secrétaire général du syndicat des travailleurs des gros porteurs, est joint au téléphone par Omar Mbao. C'est une bonne chose, mais ça va être difficilement réalisable. Il y a des préalables qui n'ont pas été gérés. Les policiers et les gendarmes sont partout sur la route, mais cela n'a pas réduit les accidents. À Dakar, il n'y a pas trop d'accidents.
C'est à l'intérieur du pays qu'on en constate, entre Diamniadio, Mbour et Tambacounda. Si on renforce le contrôle sur ce corridor, ce serait une bonne chose. Si on peut aussi vérifier les permis de tous ceux qui en disposent, ce serait bien, mais ça sera une autre tâche. Pour moi, tout cela ne contribuera pas à réduire le nombre d'accidents sur la route. Il faut plutôt que le chef de l'État convoque tous les acteurs pour des assises afin de trouver des solutions. Si les marabouts donnent des directives dans ce sens, les gens vont les respecter scrupuleusement. Propos traduits par Oumar Mbaou. Va-t-on vers un cadre de concertation pour pousser les autorités à régler les problèmes des travailleurs? Plusieurs syndicats se sont retrouvés cet après-midi pour non seulement dénoncer la sortie du chef de l'État relative au refus de la hausse des salaires, mais pour exiger du gouvernement une prise en charge sérieuse des questions des enseignants du secteur de la santé, entre autres. Ces organisations rappellent au chef de l'État ses promesses de campagne. Le secrétaire général de la CNTS-FC s'appelle Cheikh Diop. Il est au téléphone avec Jo Maroun. Il s'agit pour nous de se pencher sur la situation de l'école, recevoir et de discuter les syndicats de la santé comme il l'avait promis durant la campagne, de se pencher sur le passif social comme il l'avait promis également durant la campagne pour ce qui concerne les travailleurs de la SIAS. Les dossiers du passif qui concernent l'État, c'est la SIAS, les chemins de fer et Ama Sénégal. Je pense qu'il y a AMO également. Il n'y en a pas beaucoup pour ce qui concerne l'État. Donc je pense que nous devons discuter autour de ces questions pour voir comment les régler. Si entre-temps le chef de l'État a des difficultés pour régler ces questions, je pense que le respect de ses partenaires sociaux aurait voulu qu'on se retrouve et discuter comme il le faisait d'habitude parce qu'il rencontrait les organisations syndicales majeures à la veille du 1er mai, échanger sur les questions importantes. Cette année, ça n'a pas été le cas. Depuis des années, il ne le fait pas. Son Premier ministre non plus ne rencontre pas les syndicats. On attend la fête du 1er mai pour se comporter de cette manière à l'égard des organisations syndicales. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous avons entamé une démarche, celle qui consiste à rencontrer les organisations syndicales de tous bords, les organisations non affiliées et les centrales syndicales. Nous avons commencé par les organisations non affiliées. Après, nous allons vers les autres organisations et ensemble nous irons vers les centrales syndicales pour créer un cadre de concertation pour faire face à cette situation. Il est 7 minutes passées de 22h à la cité Ndiobène de Guédiawaye, c'est en banlieue de Dakar. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir, Seydou Nourouba. Louga, pénurie d'eau à Darunaïmguer, c'est dans le département de Linguer. Le forage de la localité est en panne depuis 17 mois. Il approvisionne 9 villages. Les populations ont manifesté pour dénoncer cette situation, nous dit Abraham Polpouy. Les populations de Darunaïmguer ont manifesté. Le liquide précieux ne coule plus du forage depuis 17 mois. Serigne Khadim Ndiaye, un des guides religieux de la localité. Nous demandons de l'aide au président de la République de réparer notre forage, mais en attendant, nous souhaitons avoir des camions citernes qui vont au moins approvisionner les villages. Nous souhaitons aussi la construction de nouveaux forages pour les 9 villages. Les femmes souffrent plus de cette manque d'eau. Ndeyloum, leur porte-parole, évoque les conséquences de cette pénurie. Actuellement, nous sommes fatigués et très fatigués même. Nous n'avons même plus d'âne. C'est difficile. Actuellement, comment vous pensez qu'on vit le mois de Ramadan? On n'a pas d'eau à boire, on ne peut pas manger. Et comment on va aussi vivre notre foi? Ces populations sont obligées de parcourir une dizaine de kilomètres. Les 9 villages lancent ainsi un appel aux autorités compétentes de Louga de trouver une solution après avoir entendu leur cri de cœur. Abraham Polpouy, Darunaïmguer, Radio Futur Média. Abraham Polpouy, merci. L'eau et l'électricité restent les principales sollicitations des populations de Djanaba dans la zone du Pakao.
Elles ont tiré la sonnette d'alarme et souhaitent la prise en charge de leurs demandes sociales par les autorités étatiques. Difficile pour ces populations en cette période de Ramadan de se procurer de la glace qui coûte trop cher. Il faut débourser entre 400 et 500 francs CFA. Abdoulaye Kébé, maire de la commune de Djanaba avec Max Kamfani. L'électricité, c'est le seul mot principal. Depuis fort longtemps, nous attendons impatiemment. Nous, en tant qu'autorité locale, nous sommes bousculés par la population, jour et nuit, pour demander quand est-ce que l'électricité sera là. Preuve en est qu'actuellement, avec la glace, ça coûte cher. Une boule de glace coûte ici au moins 400 à 500 francs. Donc c'est trop cher. C'est avec une forte chaleur. Les gens jeunes, mais ils ont des difficultés pour trouver même de la glace. Je crois que vraiment c'est une interpellation que l'État doit prendre en main afin d'électrifier le plus rapidement possible l'axe Pakao. Vraiment, c'est une vieille doléance qui se répète à chaque rencontre. Des rencontres politiques, des manifestations sportives, des rencontres même religieuses. Les gens relancent tout le temps la même doléance. Et je crois bien que l'État va s'y mettre pour essayer de satisfaire cette demande sociale. L'eau potable aussi, ça vient en second plan parce que jusqu'à présent, nous dans la commune de Djanaba, il y a un seul forage qui a été mis sur pied. Et aucun village n'est déjà connecté pour le moment. Et je crois que le seul forage ne peut pas satisfaire tous les villages de la commune de Djanaba. 1200 cartons de spaghettis saisis par le service régional du commerce de Kaolack. Le contrôle des denrées alimentaires intensifié en ce mois béni de Ramadan. De grandes surfaces ont vu leurs cartons de spaghettis et de thé saisis et retirés. Seydou Nourou Baro, chef du service régional du commerce de Kaolack, est interrogé par Ibrahim Diamé. Pour ce mois béni du Ramadan, effectivement, donc tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi, les agents sont sur le terrain, au niveau des marchés, au niveau des commerces de gros, de détail et même des tabliers. Donc nous nous organisons de sorte que nous puissions être présents, en tout cas durant le mois, dans tous les secteurs. Donc nous avons ici dans nos locaux 1200 cartons de spaghettis expirés d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Vous avez retiré durant le mois? Oui. Nous avons également ici du thé qui est quand même une denrée très très prisée pour les amateurs de thé. Donc nous avons 32 cartons de thé d'une valeur de 496 000 francs. Ce sont les produits phares qu'on a saisis, mais aussi nous avons d'autres produits en vrac constitutifs, de quelques boissons, de quelques condiments, et j'en passe quoi. Mais également, chaque fois que nous avons donné l'occasion de rappeler aux consommateurs la nécessité pour eux d'avoir la culture de l'autocontrôle, le réflexe de l'autocontrôle. Parce que nous, effectivement, on est des agents habilités à faire ces tâches de contrôle, mais on ne peut pas être en même temps partout à la fois. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique va faire des aménagements pour caser les embarcations de pêche. C'est pour mettre fin au désordre. Pour Abdou Karim Fofana, le manque d'organisation est à l'origine des encombrements qui dénaturent les activités de pêche et de commerce. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique n'exclut pas la proposition d'un juge des référés pour sanctionner les contrevenants à la salubrité et à l'ordre dans les espaces. Il est au micro de Mohamed Nabissila, notre envoyé, notre correspondant à Saint-Louis. La commune de Saint-Louis a une particularité. Une bonne partie de la ville est sur une île et la pêche représente une des activités phares historiques de la commune. Donc l'idée n'est pas de dénaturer cette activité. Il est bien possible d'organiser d'autres zones pour caser ces embarcations. Et nous allons y travailler avec la commune, avec monsieur le gouverneur, de façon à structurer l'occupation de l'île, mais l'occupation de toute la commune, de façon à ce que la circulation soit fluide, mais aussi que les activités économiques puissent avoir des lieux dédiés, des espaces dédiés. Et nous allons y travailler avec nos séances de disso et d'échange. Nous allons faire des propositions au président de la République. Et comme nous l'avons fait dans d'autres zones, nous irons vers la mise en place de budget. Aller jusqu'à créer, pourquoi pas, comme à Nairobi, au Kenya, un juge des référés pour sanctionner les personnes qui vont contrevenir à toutes ces règles d'urbanité et on ne peut plus faire l'économie de ces règles et de ces sanctions puisque notre pays est proche d'un péril environnemental à cause de nos comportements. Il faut être conscient de cela. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique s'exprimait à l'occasion d'un CRD à Saint-Louis. Fatigue, la divagation des animaux provoque chaque année des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les parcours définis pour le bétail ne sont souvent pas respectés. Les autorités administratives misent sur la prévention et la sensibilisation, n'est-ce pas, M. Goudiaby?
C'est le député et maire de Toubacouta qui est monté au créneau pour fustiger le phénomène. Les animaux en divagation détruisent chaque année des champs de culture dans le Nyombato et souvent c'est source de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Pape Seydou Djanko. La semaine dernière, 3 bœufs sont morts dans un périmètre maraîcher. La propriétaire y avait mis de l'engrais. Je pense que nous tous, nous devons prendre nos responsabilités. Le phénomène est répandu dans toute la région de Fatick, selon le gouverneur Gorgui Mbaye, et pourtant des parcours de bétail sont bien définis par la loi. Cependant, des empiètements sont notés aussi bien du côté des éleveurs que des agriculteurs. Les vaches doivent emprunter les parcours de bétail. Tout l'accès au niveau des points de breuvage doivent être installés au niveau des parcours du bétail. Mais ils ne respectent pas la plupart les parcours du bétail. Nous avons demandé aux agriculteurs de respecter la limite des parcours du bétail. Il faudrait aussi que les éleveurs respectent les parcours et ne détruisent pas des clôtures pour entrer dans les périmètres privés. Parce que c'est des dégradations et des destructions de biens d'autrui. C'est des faits passibles devant les juridictions. La sensibilisation et surtout la prévention sont des aspects sur lesquels les autorités administratives devraient mettre l'accent pour arriver à bout de cette situation. Gorgui Mbaye préconise de larges concertations avec tous les acteurs concernés. Il est préférable de les éviter que de les gérer parce que c'est des conflits extrêmement difficiles à gérer. Au sous-préfet de convoquer des rencontres avec les éleveurs, les agriculteurs, la gendarmerie, les chefs de village. Les agriculteurs présents au comité régional de développement préparatoire de la prochaine campagne agricole se sont presque tous plaints de la divagation des animaux qui abîment chaque année des champs de culture dans la région de Fatick. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Cher Tidiane Diagne, bonsoir. Bonsoir à vous, Seydou Nourouba, bonsoir à tous. RFM Sport. Alors, cette belle victoire sur le papier pour le Sénégal en tout cas. Oui, le Sénégal qui va finalement jouer la Coupe du Monde cadette. La Confédération africaine de football en a décidé ainsi, alors que le Sénégal avait porté une réserve sur les joueurs guinéens que sont Aboubacar Konté et Ahmed Tidiane Keita, qui n'étaient pas éligibles pour participer avec la Guinée donc au tournoi final de la CAN U17 qui s'était disputé récemment en Tanzanie. Nous allons écouter le président de la FSF, la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Il est vrai que nous avons l'information, comme tout le monde, que la CAF a tranché dimanche dernier cette affaire et qu'elle a rendu une décision qui n'était pas favorable à la Guinée, qui a fait appel. Et au jour où je vous parle, le Sénégal, en tant que fédération, n'a pas encore reçu de notification, ni n'a vu la publication sur le site ou par un autre moyen de cette décision par les instances de la CAF. Donc, de sorte que je pense qu'aujourd'hui, le commentaire que je peux faire, c'est que nous attendrons que la CAF confirme cette décision en première instance, puisque la Guinée a fait appel aussi, même si cette décision lui est défavorable, nous attendrons aussi que l'appel soit tranché. Pour le reste, je pense que la commission de discipline n'aura fait que procéder à répondre à l'attente des acteurs du football africain, parce que je pense qu'il s'agit simplement pour la CAF de montrer qu'elle est prête à lutter contre la fraude sur l'âge. Sur cette affaire, les informations que nous avions ont été vérifiées par des passeports qui ont été produits par une fédération étrangères à la CAF, donc notamment la fédération japonaise, qui ne peuvent susciter aucune contestation. Donc la preuve de la fraude est avérée et nous faisons confiance aux instances de la CAF pour rendre la décision qui s'y est. Cher, parle maintenant des juniors sénégalais qui participent à la prochaine Coupe du Monde en Pologne. Ah oui, le Sénégal qui a joué donc une rencontre amicale aujourd'hui, c'est donc la dernière rencontre de préparation. Ce vendredi contre le Panama, score 2 buts partout. Amadou Diagne, sociétaire du FC Metz, qui est passé par Génération Foot, qui était donc le meilleur buteur de la saison dernière ici au Sénégal de la Ligue 1, a signé le doublé donc pour cette équipe du Sénégal, ce dont se félicite leur sélectionneur Youssouf Dabo, qui pense que son équipe progresse en vue donc de ce tournoi. Nous l'écoutons. Dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses positives, même s'il y a des choses à améliorer. Bon, encore heureux qu'il y ait des choses à améliorer. On va servir en tout cas de ces 2 matchs pour arriver fin prêt le 23 contre le Tahiti. Ça a été des matchs compliqués, surtout le premier match où on a eu beaucoup de difficultés face à un adversaire qui est pas mal techniquement, qui est très à l'aise. On avait beaucoup de difficultés en tout cas à contenir leur attaque placée. Surtout en premier temps. En deuxième temps, on a ajusté. On a été beaucoup plus compact, beaucoup plus costaud. Ce qui a fait que voilà, je pense qu'on avait fait une deuxième meilleure période. Maintenant, sur le match d'aujourd'hui,
Dans l'ensemble, je pense qu'on a été bon. On méritait quand même de gagner ce match. Mais voilà, c'est comme ça. On prend un deuxième but sur un coup de pied arrêté évitable. Mais voilà, comme je l'ai dit, on va tirer tous ces enseignements et s'en servir pour ce qui nous reste comme jour de préparation pour amener l'équipe à un niveau supérieur. En début de semaine, les Lionceaux avaient chuté en amical 2-1 contre l'Uruguay. Les protégés du sélectionneur Youssoupha Dabo, que vous avez entendu à l'instant, vont prendre part à la Coupe du Monde U20 à partir de la semaine prochaine. Le Sénégal partage son groupe avec le pays hôte, la Pologne, la Colombie et Tahiti. Le Mali, l'Afrique du Sud et le Nigeria sont les autres nations qui vont représenter l'Afrique à cette compétition. Et puis nous terminons avec ces performances des Sénégalais qui évoluent dans les championnats étrangers. Habib Diallo qui a marqué pour les FC Metz lors de la dernière journée de la Ligue 2 française. Il a terminé deuxième meilleur buteur avec 26 buts. Yannick Gomis, auteur d'un triplé qui permet aussi à Lens de jouer les playoffs pour la montée en première division. Et puis nous allons terminer avec le FC Sochaux, coaché par le Sénégalais Omar Daf. Le FC Sochaux donc qui se sauve de la relégation. Il aura failli attendre la 38e journée pour voir les Sochaliens mettre fin à ce long stress. Félicitations donc à Omar Daf, qui a été promu entraîneur au moment des difficultés de cette équipe de FC Sochaux. Mais l'essentiel est assuré puisque son équipe reste en Ligue 2 française. Félicitations. Merci. Merci à vous, Chertiyan Diagne. Merci à vous, Seydou. Arrobase, c'est l'affaire de Jomaron. Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro arrobase, le contenu en ligne. Le sujet a d'ailleurs réuni à Paris des chefs d'État et des géants de la tech comme Amazon, Facebook, Twitter, YouTube, entre autres, autour d'une rencontre internationale consacrée à la lutte contre les contenus à caractère terroriste en ligne ou relevant de l'extrémisme violent. Au cours de la rencontre, Facebook a fait savoir qu'il sera impossible pour un internaute d'utiliser la fonction du direct s'il viole les règles les plus sensibles sur sa plateforme. Vous vous souvenez, la Nouvelle-Zélande avait fait la une de l'actualité internationale le 15 mars dernier avec un individu qui avait tué plusieurs personnes dans des mosquées en diffusant en direct sur Facebook son acte. Voyons au Sénégal, avec ces messages de plus en plus violents, messages de haine diffusés sur Internet et les réseaux sociaux. À Louga, des internautes condamnent le phénomène et demandent plus de contrôle de ces cyberespaces de dialogue et d'échange. Abraham Polpouy. Dire du n'importe quoi est devenu facile. Certains internautes sénégalais insultent, menacent, incitent à la haine sur les réseaux sociaux et sur Internet, un phénomène que les populations interrogées condamnent. Modou Ndour. Ce qu'on voit sur Internet est inadmissible. Les gens se permettent de dire tout ce qu'ils veulent sur le dos d'honnêtes citoyens. Sous le couvert de l'anonymat, ce citoyen pointe du doigt l'indiscipline. Les réseaux sociaux sont si sensibles qu'on ne peut pas se permettre de tout dire. Internet doit être utilisé à bon escient et ne peut nullement être une tribune pour dire des choses ridicules. Pour mettre fin à ces dérives, Abdou Fall demande l'application de la loi dans toute sa rigueur. Il faut que l'État prenne à bras le corps ce problème. Il faut durcir les sanctions. Ces sites ou plateformes qui font n'importe quoi, le gouvernement doit être en mesure de les sanctionner et même les bloquer. Face à cette situation, les populations rencontrées veulent que les réseaux sociaux et Internet bloquent la diffusion des messages violents. La production de contenu et l'interaction dans les médias sociaux pour les organisations de la société civile, c'est le thème de l'atelier de formation organisé par l'Institut Panos ici à Dakar dans le cadre du programme FOM, Femmes occuper les médias. Cette rencontre de 5 jours vise à outiller les organisations de la société civile pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux dans leur communication. Abdoulaye Diop. Les organisations de la société civile à l'école de la production de contenu et interaction dans les médias sociaux, plusieurs d'entre elles sont formées à Midiac de l'association des sans-abri de l'Afrique de l'Ouest est une participante. Nous participons à cette formation et parce qu'actuellement vous avez constaté qu'avec la nouvelle génération, pour pouvoir bien communiquer, il faut passer à travers les réseaux sociaux. Donc on s'est dit qu'en tant que femmes leaders, en tant que des porteurs de voix, donc il est obligatoire qu'on passe à travers
travers les réseaux sociaux. Une formation qui vient à son heure selon Chali Badiane, blogueuse et formatrice. Elle estime que les acteurs de la société civile sont en retard par rapport aux médias sociaux. Il y a vraiment du travail à faire. Il y a un vrai gap entre les OSC, leur structuration et tout ce qui est nouvelle technologie. Parce que depuis quelques années, les médias sociaux sont devenus des outils très puissants en termes de plaidoyer. Et les OSC sont souvent laissés en rade. Mais selon Amidiak, communiquer dans les réseaux sociaux nécessite un bon contenu. Par exemple, quand on parle de violences faites aux femmes et aux filles, d'abord c'est quoi? Les violences sont de quelle manière? Il faut que la personne qui vient pour mener un combat sur cette agression-là doit savoir qui je suis, qui m'a fait ça, pourquoi, qu'est-ce qui a pris cette personne à faire ça aussi, pour que la personne qui écoute l'information à travers les réseaux sociaux puisse vraiment avoir les bonnes informations. Le projet FOM porté par l'Institut Panos vise à aider les organisations de la société civile à mieux porter leur plaidoyer. Docteur Labali Touré, vous êtes le fondateur de Geomatica, une start-up spécialisée dans les solutions géomatiques. Une classe, une carte, un projet que vous venez de lancer, mais pour quelle utilité? On s'est rendu compte qu'au Sénégal, de nombreux établissements ne disposent pas de cartes. Dans certains établissements, on a trouvé des cartes qui sont assez vieilles et surtout pas à jour. Nous ne pouvons pas rester passifs dans cette situation. Geomatica a décidé de lancer une opération qui consiste à doter au moins de chaque classe du Sénégal d'une carte géographique. Pour nous, il est inconcevable en 2019 que des enseignants qui font de grands efforts pour l'enseignement au Sénégal ne puissent pas avoir des supports cartographiques pour leurs cours d'histoire et de géographie. Quelle utilité pour des drones dans l'agriculture et la santé? Nous avons lancé le projet Drone Made in Sénégal. Il s'agit surtout de pouvoir équiper d'un drone d'une charge utile de 15 à 20 kg pour pulvériser les zones d'eau stagnante remplies de moustiques qui causent beaucoup d'effets pendant l'hivernage à travers le paludisme. Parce qu'il y a beaucoup de zones au Sénégal qui sont inaccessibles, mais qui sont également des zones de développement importantes de moustiques. Ce drone-là va permettre surtout d'accéder à ces zones inaccessibles en période d'hivernage. L'autre usage de ce drone, c'est à des fins agricoles. C'est de pouvoir aider ceux qui ont des surfaces assez grandes à pouvoir faire les traitements nécessaires. Voilà un peu les deux usages de nos drones Made in Sénégal. Docteur Labali Touré, le CEO de Geomatica, merci. C'est fini à la technique pour le mixage. Amadi Ndiaye, merci d'avoir suivi. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers son programme national de lutte contre la tuberculose, vous offre votre émission Bonne Santé. Le malade de la tuberculose qui suit son traitement n'est plus contagieux au bout de 15 jours. C'est un devoir pour toute la famille de l'accompagner et de le soutenir jusqu'à la guérison. Soutenir un malade de la tuberculose, c'est protéger sa famille et sa communauté. Bonne santé, Salimatao. Bienvenue. Pendant le Ramadan, les femmes enceintes craignent que le jeûne n'affecte leur santé ou celle de l'enfant. La période de jeûne étant très longue, elle peut provoquer une déshydratation, ce qui est redoutable pour le fœtus. Selon le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue, le jeûne n'est pas compatible avec la grossesse dans certains cas. A priori, le jeûne n'est pas compatible avec la grossesse parce que les restrictions hydriques et les restrictions alimentaires nutritionnelles durant le jeûne ne sont pas compatibles avec les besoins nutritionnels de l'enfant durant la grossesse, surtout au premier trimestre, les 3 premiers mois de la grossesse, et au dernier trimestre. Lorsqu'on est enceinte et qu'on doit prendre des médicaments pour le suivi de sa grossesse, surtout si ce sont des médicaments qu'on doit prendre plusieurs fois par jour. Si on est enceinte et qu'on a un diabète gestationnel, ça, évidemment, on ne jeûne pas. Sinon, le jeûne pourrait aggraver cette pathologie. De toute manière, avant de jeûner, il faut impérativement en discuter avec votre médecin. Si le médecin traitant estime que l'état de la patiente ou l'état du bébé n'est pas compatible avec un jeûne, évidemment, il lui demandera de ne pas jeûner. Si par contre on est au 2e trimestre où peut-être il n'y a pas trop de problèmes, s'il n'y a pas d'anémie, s'il n'y a pas de diabète, là le médecin peut autoriser la patiente à jeûner. Par contre, si la patiente jeûne, il y a des préalables. Le premier préalable, c'est prendre le premier repas du matin, khud. Il est hors de question pour une femme enceinte de jeûner sans prendre son khud. Elle a besoin quand même de certaines réserves nutritionnelles, surtout des réserves en sucre qu'elle doit utiliser durant la journée. Le deuxième préalable, c'est de boire beaucoup d'eau à la rupture. À la rupture et le coucher, il faudra qu'elle se réhydrate correctement pour pouvoir avoir les 2 litres à 2,50 litres qu'une femme enceinte a besoin tous les jours pour le suivi de sa grossesse. Par ailleurs, la femme enceinte doit rompre le jeûne si elle a du mal à tenir. Par exemple, si elle a des nausées ou des vertiges, indique Dr Abdoulaye Diop. Si durant le jeûne, durant la journée, la patiente a des malaises,
des douleurs, des vomissements, des nausées, des syncopes. Là, elle interrompt le jeûne et elle ne recommence pas parce que cela peut traduire une intolérance de ce jeûne par la grossesse. Et même si on n'a aucune pathologie, si on est enceinte et que lors d'un jeûne, on se rend compte qu'on a un effet secondaire, on a des vertiges, des migraines, des douleurs, des vomissements, là, évidemment, on interrompt le jeûne. De manière générale, entre le jeûne et la grossesse, la femme enceinte doit éviter les activités physiques susceptibles de la fatiguer. Et après la rupture, opter pour un potage, de la viande blanche ou du poisson accompagné de légumes et de féculents. C'était tout pour Bonne Santé Femmes. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers son programme national de lutte contre la tuberculose, vous a offert votre émission Bonne Santé. La tuberculose se transmet à travers les gouttelettes émises par le malade lorsqu'il tousse ou éternue. Pour protéger la communauté, il faut se couvrir la bouche chaque fois qu'on tousse ou éternue, aérer et ensoleiller les chambres et locaux chaque matin, se rendre à la structure de santé devant une toux de plus de 15 jours. La tuberculose se guérit, les médicaments sont disponibles et gratuits dans toutes les structures de santé. Et c'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Seydou Nourba. Recevez en chiffres les accidents de la circulation. 13 victimes en seulement 48 heures, 120 décès, plus de 260 blessés depuis le mois de janvier dernier. Le ministre des Transports terrestres en visite à la gare des Beaux-Maraîchers a annoncé des mesures parmi lesquelles la création d'une brigade mixte de contrôle routier et le renforcement du dispositif d'octroi des permis de conduire. Le service régional du commerce de Kaolack a saisi puis retiré 1200 cartons de spaghettis et d'autres cartons thé de certaines grandes surfaces et d'autres circuits de vente. Il s'agit, selon le chef du service régional de la région Kaolack, d'intensifier le contrôle des denrées alimentaires en ce mois de Ramadan. Pas une goutte d'eau à Darunaïm-Guer, dans le département de Linguère. 17 mois que le forage de la localité est tombé en panne, les populations ont manifesté toute leur colère. Pour dénoncer cette situation, vous avez suivi dans cette édition la correspondance d'Abraham Paul Pouya. Le Sénégal obtient gain de cause dans le différend qui l'oppose à la Guinée. Le Sili cadet disqualifié ne sera pas au prochain mondial des U17. Ce sont les Lions des U17 du Sénégal qui seront, vous l'avez également suivi dans la page des sports de Cheikh Tidiane Diagne. Merci à Matar Sam qui a assuré la partie technique de ce 22h. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi. Votre confiance nous rassure.